jusqu'à ce que la scène gauchisse. Alors les lignes parallèles entre elles restent entre elles jusqu'au Roncillo Castel. Maïs, ils disent lunéa, lunéa pour le train de nuit. Lunéa, lunéa, est-ce que c'est pour ça que ces nuits-là je fais des marées de rêve? Je m'étale aux vignes parallèles entre elles, ou des pieds arrachés en route quand je m'en vais. Les païs, alors les couchettes sont parallèles entre elles, à la terre matérielle, pendant que la tour Eiffel tourne. Tournevis du ciel, ils disent lunéa, lunéa pour le train de nuit. Lunéa, lunéa, est-ce que c'est pour ça que ces nuits-là je fais des marées de rêve? Oh, en vagues bien parallèles, parallèles entre elles, bien parallèles, parallèles entre elles, bien parallèles, parallèles entre elles, bien parallèles, parallèles entre elles. Oui, dans cette espèce de... En fait, l'ensemble des choses qui m'intéressent dans mon travail, l'écriture, la mise en voix, le chant donc, et la pratique d'un instrument, c'est un peu comme des déclinaisons d'une grande enquête sur le souffle. Donc qui est une enquête forcément vouée à jamais s'arrêter. Ce qui fait que c'est peut-être plus une quête qu'une enquête. Puisqu'on ne dit pas l'enquête du Graal, on dit la quête du Graal. C'est un peu mon Graal, le souffle. Donc le chant est une sorte de prolongement naturel de cette enquête, un de ces prolongements. Et puis évidemment dans la chanson, dans ce type de chanson, en tout cas, il y a un rapport au texte qui est important. Donc, je ne sais pas s'il était totalement transmissible aujourd'hui, vu l'état de mes cordes vocales. Mais je mets un soin tout particulier à écrire des textes de chansons qui soient des textes avec une autonomie. J'ai cette espèce de certitude que si un texte de chanson peut être lu tout seul, ça renforce la puissance de la chanson. Ce qui n'est pas partagé par beaucoup de chanteurs, en fait. Beaucoup de chanteurs craignent l'écriture, une recherche d'écriture qui serait trop littéraire, trop proche de la littérature, et qui du coup viendrait plomber la vitalité de la chanson. Moi, je ne crois pas du tout. J'ai l'impression que... déjà, il y a dans le passé des preuves assez rassurantes par rapport au fait que la poésie et la musique sont plus que des cousines, justement, mais peuvent vraiment être des sœurs. Puisque le roman s'invente en musique au départ, il s'invente en vers et il s'invente en musique. Et puis... je crois que même chez certains artistes aujourd'hui, je reçois beaucoup d'appels. J'ai très envie d'aller dans les directions qu'ils ont ouvertes, quoi. Des gens comme Bashung, par exemple, qui sont des gens qui interprètent pour moi des vrais poèmes, quoi. Des textes qui se suffisent à eux-mêmes, qui pourraient n'exister qu'à travers des livres et fonctionner comme tels. Bashung n'était pas auteur de ces textes, mais il savait magnifiquement d'abord les choisir, et puis pour le coup vraiment au sens
littérales, les incorporer, quoi. Et même à la fin de sa vie, quand il est au bord de mourir, il est vidé, quoi. Il est presque sec, tellement la vie s'en va. Et donc, alors que c'était quelqu'un qui avait un jeu de scène qui pouvait être assez puissant, il n'a plus la vitalité pour le faire, mais il met tout dans les mains. Il a des mains, dans les derniers temps, qui sont... Alors qu'il chante, il met tout ce qui reste, quoi. Il y a la voix, et puis il y a les mouvements des mains, et c'est plus touchant que ce que peut être l'expression d'un danseur qui jouit de tout son corps, lui, qui a tout son corps à disposition. Donc, oui, une chanson. Donc je vais revenir, moi, à ton texte. C'est moi qui vais lire ton texte, alors. Parce que je vous ai dit que je vais rencontrer Jocelyne Bonnerave d'abord au travers de son roman, Nouveaux Indiens. Ensuite, en l'écoutant dire Nouveaux Indiens, des extraits, de larges extraits. Et aussi en suivant son cours de littérature, qu'il a donné durant 5 séances à la Grâce dans le cadre du banquet du livre. Et je lui ai écrit à ce monsieur en disant combien j'étais passionné. Je lui ai fait part de toute une série de questions, très longues questions par mail, dont il a accusé réception en me répondant: cher monsieur, merci pour votre message, blabla. Je vous réponds dans la semaine, c'est jamais arrivé. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons là avec cette série de questions. Je règle une dette que je veux aborder. Dette publique. Merci pour nous. J'ignore si l'homme a un âme. J'ignore si l'homme a une âme qu'il faudrait sauver ou éloigner une fois qu'elle a quitté son corps. Je crois que non, mais c'est une croyance. Ce dont je suis sûr, c'est que l'homme fabrique des croyances. Pas des mensonges. Chacun se bricole sa petite épopée avec des morceaux de réel, en triant, en gonflant, en orientant les faits pour les rendre tenables. Et chacun tente d'y croire. Les États-Unis sont parcourus de fictions. Elles sont des centaines, chargées, contradictoires. Ce sont elles, non des fantômes que j'ai sentis tourner autour des vivants. Certaines sont dangereuses, manipulées par de dangereux souverains, chefs d'État qui tracent des lignes de mal sur les planisphères, ou tyrans trop intelligents dans les couples perdus. Je crois qu'on peut agir, plus que sur les âmes, sur les fictions. Il suffit d'en produire d'autres. Elles viendront travailler celles qui nous font souffrir, les ruiner peut-être. Il était en ton pouvoir de faire des fictions. Même documentaire. Et tu as fait un film trop réel, qui ne se termine pas par un mariage. C'est terriblement dommage. Le travail scientifique est une fiction, comme les autres. C'est toujours le narrateur, c'est toujours l'anthropologue A qui écrit à Marie. L'autre anthropologue, on va dire, qui a dérapé. Qui a dérapé parce qu'il n'a pas créé une fiction, il a fait quelque chose d'autre, de bien réel. Et là où je me suis arrêté, là où j'ai été interpellé par ce roman, c'est par cette phrase que je lis, que j'entends comme un programme littéraire. Je crois qu'on peut agir plus que sur les âmes, sur les fictions. Il suffit d'en produire d'autres. Elles viennent donc travailler celles qui nous font souffrir, les ruiner peut-être. Et c'est là où je considère que la psychanalyse ne peut être qu'interpellée, vraiment intéressée. Beaucoup plus, vraiment, beaucoup plus que sur la question du cannibalisme et de l'oralité. Ça, c'était juste une mise en bouche, si je peux dire. Et tous les mots sont minés après. Tous. Nous sommes cuits. Qui l'eût cru? Ça suffit. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi ça interpelle, je crois vraiment de très très près les psychanalystes et la psychanalyse. Parce qu'évidemment, il y a des fictions qui font souffrir. Et que quand on est psychanalyste, on écoute des gens qui souffrent, d'abord qui souffrent, et notamment de fictions auxquelles ils croient. Ça s'appelle même le fantasme en psychanalyse. Alors, le fantasme, c'est pas la petite histoire un petit peu plus ou moins érotique, plus ou moins
marqué de pathos qu'on se raconte le soir pour s'endormir. Les enfants font ça, se raconter des histoires pour s'endormir. J'ai un autre papa, une autre maman, etc. Les gens ordinairement névrosés font ça aussi, se raconter des histoires pour s'endormir. Mais le fantasme tel qu'il se construit au détour d'une analyse, c'est plutôt quelque chose qui vient tenter de localiser le mal, la jouissance mauvaise qui habite et qui parasite chacun. Et parmi les fictions que fabrique la société, eh bien évidemment, il en est une, par exemple, très célèbre, qui s'intitule, c'est un best-seller, qui s'intitule Le pervers narcissique. J'ai rencontré souvent des patients qui me disent « Ah, mais je ne savais pas, j'ai épousé un ou une perverse narcissique. » Mais en lisant le livre, j'ai su que c'était ça. C'est quand même bien plus commode de se dire que peut-être on l'est soi-même. Et donc, oui, effectivement, ça interpelle vraiment la psychanalyse au plus près, cette question de fiction, de se déprendre de fiction qui nous ferait souffrir. Donc oui, je l'ai lu comme un programme littéraire désaliénant, à la fois sur un plan individuel, bien sûr que chacun est pris par l'histoire de sa propre vie, telle qu'il l'écrit, telle qu'il l'a réécrit, telle qu'il l'a construit jour après jour. Mais en même temps, sur le plan social, on ne peut pas nier qu'effectivement, la société joue à ça, les tyrans jouent à ça. On a vu des fictions qui ont ravagé l'Europe. Je pense au nazisme et ce qui perdure encore aujourd'hui de ce côté-là et d'autres racismes. Donc je voulais savoir, je voulais t'interroger, et je veux que tu répondes à cette question que tu as laissée de côté, alors que pour moi elle est capitale. Hein. Est-ce que la fin de ton roman, est-ce que dans la fin de ton roman, l'anthropologue tente d'apporter, de livre une solution? Une solution qui serait du côté de la création. Nous sommes pris socialement dans des fictions. Tu fais référence aux États-Unis avec tout ce que tu ramasses dans l'ouvrage, mais en plus, j'ai le sentiment que ça concerne chacun dans son intime. Et est-ce que donc la création est une voie pour essayer de se déprendre de sa propre histoire, de se désaliéner des histoires préfabriquées et des modes de pensée préfabriqués que nous fournit la société? Bon bah, en effet, je suis très content de ne pas t'avoir répondu sur le coup. D'abord parce que c'est assez agréable de te répondre oralement. Merci. Et puis parce que c'est bien de le partager. Alors, de façon générale, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un roman qui est du côté de la vie. C'est ce que j'ai voulu faire. C'était mon intention. Bon, les intentions des auteurs, malheureusement, elles ne correspondent pas toujours aux intentions d'un livre que ces auteurs ont pu écrire. Il y a une autonomie du livre. Donc, j'accepte qu'il y ait des interprétations de ce roman qui soient faites comme des interprétations où la mort est trop présente, trop forte, la destruction est trop puissante, le dégoût est majeur. Bon, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre qui est du côté de la vie. Alors, pour autant, est-ce que c'est un livre qui propose une solution ou des solutions? Ça, j'en suis pas sûr. Une solution, mais je réfléchis à voix haute. Hein. Une solution, c'est la solution à un problème. Alors qu'une réponse, c'est toujours une réponse à une question. Donc on ne répond pas à un problème, on répond à une question. Et on solutionne un problème. Le mot solution, il est utilisé d'une façon nouvelle depuis une dizaine d'années. Par exemple, il y avait un moment, la SNCF, sur son site, c'était écrit. C'est difficile quand on est à la SNCF de se définir. Tout le monde sait ce que c'est la SNCF. Donc, comment on fait pour trouver une définition? Et donc ils avaient mis, la SNCF propose des solutions de transport.
C'est génial. Et le terme de solution, il est très utilisé voilà, depuis une dizaine d'années dans la communication marchande. Il y a beaucoup de gens qui proposent des solutions d'isolation, des solutions de dératisation, voilà. Donc qui présentent la position des clients comme une position où on a un problème. Je peux peut-être t'interrompre, te demander de laisser tomber ce terme-là qui est tellement connoté, voilà, tel que tu le décris. Une ouverture, hein, une indication, un doigt pointé, une allusion. Ouais, en tout cas, il y a clairement un appel d'air, quoi. Ce que je voulais, c'est que la fin du roman, ce soit un moment où la vie passe, quoi. La vie passe en dernier, ce qui passe, c'est la vie. Voilà, donc en effet, je crois qu'au fond, on est d'accord. Alors, le problème avec la notion de solution, c'est parce que quelque part, d'une certaine façon, moi j'ai un appel très fort vers le fait d'écrire des solutions pour les gens. J'aimerais vraiment beaucoup vous donner des solutions à des problèmes que vous n'avez peut-être pas d'ailleurs. Donc vous voyez, bon, enfin j'ai un penchant comme ça, un penchant un peu idéologue au fond, un peu ou un peu religieux. Et l'intérêt de la fiction, c'est aussi de m'aider à me protéger, à me prémunir de ce penchant. Parce qu'une fiction ne peut pas proposer des solutions de façon aussi univoque, de façon aussi claire qu'une idéologie ou qu'une religion. C'est pas un manuel, c'est pas le petit livre rouge, c'est pas une doctrine, quoi. Ou c'est même pas un livre de développement personnel, qui est aujourd'hui une manière diffuse de faire circuler de l'idéologie, en fait, je crois. Donc c'est une espèce de solution douce, quoi. Et en même temps à laquelle je crois avec beaucoup, beaucoup de conviction. Je crois vraiment que la fiction, effectivement, ça aide à vivre, en tout cas. Ça aide à vivre, ou ça aide à vivre plus intensément. Pas forcément dans le fantasme, justement, pas forcément quand on lit, simplement dans le moment où on lit, mais on en parlait hier, en se disant qu'il y a effectivement, il y a un apprentissage à tirer des livres qui peut nous servir dans la vie de tous les jours. On peut apprendre la politesse, on peut apprendre des codes sociaux qu'on n'a pas forcément expérimentés socialement, pour le coup, et qui sont disponibles dans les livres. Mais la fiction, vraiment, le fait de produire des fictions, ouais, je crois que c'est un truc extrêmement salvateur. Parce qu'à mon sens, vraiment la fiction, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire avec ce passage. La fiction, c'est pas le mensonge. C'est même pas un monde parallèle. Comme dans Matrix, il y a la vraie vie et puis la vie reconstruite par les machines pour qu'elles puissent exploiter les hommes. Donc c'est pas l'illusion, la fiction, c'est une certaine manière d'agencer des faits, d'agencer des choses qui sont vraies, de les mettre en perspective d'une certaine façon. Et effectivement, je crois que dans les romans personnels auxquels tu es confronté dans ton métier, c'est une production de fiction. Ça consiste toujours à mettre l'accent sur certaines choses et à construire, à mon sens, une sorte de sclérose autour de ces faits, ou une sorte de point névralgique douloureux, quoi. C'est une fiction comme on a une sciatique, quoi. C'est un long truc. Souvent, les fictions des gens sont vraiment élaborées. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est long. C'est vraiment des récits longs. Quand ils vous racontent leur histoire, et moi, ça m'arrive souvent en atelier d'écriture de recevoir les histoires des gens. C'est des choses longues, comme un long nerf sciatique douloureux, quoi. Et donc, produire des fictions, c'est
pouvoir couper ce nerf, en garder certains bouts, ou pas d'ailleurs, et puis reproduire une forme longue à la place. Ouais. Ça, c'est un truc important du roman par rapport à d'autres types de fiction. C'est que c'est long. Il y a un critique vraiment très intéressant et très discret qui s'appelle Jean-Paul Gou, qui a écrit un livre théorique sur le roman qui s'appelle La fabrique du continu. Donc ça consiste à dire que le roman, bon, tous les mots comptent bien sûr, la fabrique c'est important, mais le continu c'est vraiment une belle manière de parler du roman. C'est une manière de dire que c'est quelque chose de long et d'articulé. Pas forcément de linéaire, il peut y avoir des tas de manières de produire une forme continue, avec des arabesques, avec des retours en arrière. Tout ça, ça existe depuis qu'Aristote l'a noté. C'est du continu. Et le continu, je crois que c'est vraiment quelque chose qui aide à vivre, qui crée de la vie, quoi. Qui crée plus de vie. Produire une fiction continue. Mais il y a une autre valeur de la littérature pour moi qui est pas dans l'ordre de la fiction, qui est plus dans l'ordre de ce que j'ai pu faire entendre avec la chanson. C'est-à-dire qu'il y a une force complémentaire, mais presque inverse de celle du continu, qui est la force éruptive des images, quoi. La littérature, c'est vraiment quelque chose qui peut faire surgir des images qui bouleversent notre perception de la vie. Des métaphores, typiquement, quoi. Les métaphores, quand elles sont bonnes, c'est une nouvelle manière de... C'est un peu comme l'utopie en politique. C'est une manière de présenter la réalité d'une façon qui n'a jamais été écrite auparavant. Si je dis tout à l'heure, on était à Gruissant et on regardait un type qui faisait du kitesurfing, donc avec à la fois une planche et un cerf-volant, et qui avance avec le cerf-volant. C'est le cerf-volant qui le tire. Et lui, je peux dire que c'est un aurige du ressac, par exemple. C'est-à-dire, un aurige, c'est quelqu'un qui dirige un groupe de chevaux, et le ressac, c'est la mer. C'est une image un peu ancienne, aurige du ressac. Donc plutôt que de dire surfeur, kitesurfer, je peux dire aurige du ressac. Et ça, pour moi, ça amène par exemple des chevaux dans la mer. Ça veut dire que il y a des chevaux à un endroit où ils ne sont pas, normalement. Les chevaux, ils sont peu dans la mer. Et tout de suite, les vagues ressemblent à des... Enfin, on fait un parallèle entre la forme des vagues et la courbure des chevaux quand ils courent. Et en fait, il y a une vraie proximité. Bon, tout ça, ça crée des courts-circuits mentaux, en fait. C'est pour ça que je prends vraiment cette image, parce que c'est des fulgurances. Baudelaire, il a écrit un texte qui s'appelle « Les fusées ». Et c'est comme ça, c'est des pensées très brèves, qui sont presque pas horizontales. S'il avait pu, il les aurait écrits verticalement. Parce qu'elles montent vraiment, elles créent des espèces d'explosions de sens, quoi. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est au moins aussi galvanisant, aussi vitalisant que les fictions. Alors que c'est un mécanisme très différent. Vraiment, la fiction, ça articule, ça crée des... Oui, c'est ça, ça s'inscrit dans le temps. Alors que les images peuvent avoir vraiment une fulgurance qui est à la fois extrêmement brève et puis qui sort du temps, qui nous sort du temps tellement c'est éblouissant, quoi, tellement c'est puissant. Quignard, par exemple, c'est quelqu'un qui est spécialiste en images comme celle-là. Oui, donc je suis très heureux de savoir que tu es convaincu, comme ton cousin, anthropologue A, de la nécessité des fictions pour travailler les autres fictions aussi. Et ça va au-delà des romans, puisque ça concerne aussi bien ce que tu décris bien sûr. Dans le champ de la poésie ou de la création générale. Et oui, il y a des fictions politiques permanentes. On est tous pris dans des fictions politiques. Et on se débat là-dedans. Donc, effectivement, on parlait de psychanalyse, donc plutôt dans une sphère intime, mais en même temps, c'est une intimité qui est presque systématiquement politique.
Ça a toujours une conséquence. Si le sujet arrive à se déprendre du roman qu'il fait souffrir et à sortir de son aliénation à l'autre, quel qu'il soit, il va quitter le troupeau. Il va faire comme Quignard, il va quitter le troupeau, c'est une incidence sociale. Quignard. Même les personnages avec lesquels il se débat dans sa souffrance sont aussi des personnages politiques. Un père et une mère, c'est très politique comme position. La preuve, c'est qu'on parle de paternalisme dans l'entreprise, que les dirigeants politiques se sont souvent présentés comme des pères de la patrie. Donc, travailler les fictions politiques, c'est important, parce qu'on est tout le temps pris dedans. Le pari de François Hollande, par exemple, il est génial. Parler de normalité, imaginer un personnage normal, c'est une trouvaille. C'est formidable, quoi. Et c'est extrêmement efficace, quoi. La preuve pendant le temps. Donc ça par exemple, c'est un truc qui serait passionnant à travailler, quoi. Comment on fait dans une société où le dirigeant se présente comme normal? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est son pouvoir, du coup? Et qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir? C'est intéressant. Il faudrait pousser, distinguer fiction de mensonge aussi, puisque la généralisation d'un terme comme solution, comme tu l'as repris là, d'un œil avec le regard du sociologue, c'est une généralisation qui construit non pas une fiction, mais un mensonge généralisé. Parce qu'en plus, les trains sont toujours en retard, et les solutions qu'apportent les banques aujourd'hui... Je crois que le mensonge, c'est une catégorie de fiction. Mais que la fiction est un ensemble beaucoup plus vaste. Voilà, le mensonge, c'est une fiction qui s'autonomise, qui a plus de rapport avec la réalité, et qui se fait passer pour la réalité. Excuse-moi, je pense à autre chose qui me traverse là. Alors, t'excuses pas? Parce que ça pourrait être un beau sujet d'étude, ça, pour un anthropologue, un écrivain et autres. Cette thèse de Lacan qui veut croire, qui prétend que la littérature n'est pas le fruit de la société, mais qu'elle est une chose qui travaille la société, qui la transforme. Mais ouais, on peut laisser ça de côté. Je l'évoque là parce que j'y pense et que ça va quand même dans le fil de cette idée que les fictions peuvent travailler les fictions. Et donc elles peuvent travailler la société. Lacan, quand il fait cette référence-là, c'est à propos de l'amour courtois. Il dit que la littérature de l'amour courtois a modifié les conditions de l'amour, socialement. Je crois que ça va dans le même sens. Pour terminer, parce que il est peut-être l'heure, je vais te lire et j'aimerais que tu tentes de me dire en quoi tu adhères ou pas, et surtout ce qui est différent entre ce que tu soutiens à propos de Nouveaux Indiens et de la littérature, là, comme tu viens de le faire, et Pascal Quignard. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Déprogrammation de la littérature ». Tu te connaître, ouais. Marcel Gaucher et Pierre Nora interrogent Pascal Quignard. Vous savez que Pascal Quignard est très, très tourné vers les mondes anciens. C'est un grand enquêteur des mondes anciens, et perdu même. Mais cette quête de la question, je ne sais pas si c'est Gaucher ou Nora qui la pose, peu importe. Mais cette quête des antiquités romanesques correspond bien à une idée personnelle que vous faites du roman. Réponse de Quignard. Un fantasme. Il me semble parfois que nous sommes une espèce asservie au récit. On mendie un récit. Un ami vous prend le bras et vous supplie tout à coup, dans la panique, de lui procurer l'adresse d'un bon psychanalyste. C'est un héros qui cherche son roman. Une intrigue. Tel est le cri dès que le cri devient langage. Et voilà une raison pour laquelle je ne crois pas au roman sans intrigue. Chacune de nos vies est un continent que seul un récit aborde. Et non seulement il faut un récit pour accoster et s'associer sa propre expérience, mais un héros
Un héros, pour assurer la narration. Un moi pour dire je. Un peu plus loin. L'intrigue restitue au bout des lèvres une prédation de femme, un voyage maritime, une quête sylvestre, une geste guerrière. Et cette réingestion et cette redigestion seraient pour l'espèce aussi spontanément que le battement du cœur ou la succion du sein. J'ai sans doute imaginé que plus le témoignage de cette nécessité était ancien, plus je pouvais croire que j'allais mettre la main sur la prédation initiale. Il est vrai que je collectionne une ribambelle de photocopies, de clichés photographiques qui reproduisent les peintures des cavernes anciennes. Un peu plus loin. Il nous faut assouvir le besoin d'une auto-représentation de la vie. La peinture, la musique, le cinéma, le théâtre, la sculpture, l'architecture, mais aussi la philosophie ou la poésie, sont piètres à cet égard. Le récit humain sexualisé répond peut-être à une espèce de pré-rationalité nécessaire, spécifique, confuse. Ce besoin de récit est particulièrement intense à certains moments de l'existence individuelle ou collective, lorsqu'il y a dépression ou crise, par exemple. Le récit fournit alors un recours à peu près unique. Il est clair que ce n'est pas une statistique, un essai, un conseil, un médicament qui sont en mesure de satisfaire cette exigence. Une manière d'y répondre, sale, proche de l'inconscient, est cette récitation psychique qu'on appelle le roman. Bon, ça m'inspire beaucoup de choses. Et ça m'inspire d'abord un souvenir d'une autre lecture de Quignard qui va un peu dans ce sens, parce que c'est un auteur passionnant, parce qu'il brasse des domaines de savoir qui sont extrêmement variés, et en même temps, c'est toujours un retour à des questions permanentes, quoi, à des obsessions finalement assez peu nombreuses qui sont les siennes. Et dans le bouquin dont je parlais hier, Rhétorique spéculative, il s'intéresse pas mal au rêve, parce que forcément le rêve, quand on voit l'attrait qu'il a pour le récit et cette espèce de tentative presque de naturaliser le récit, quoi, de dire qu'il y a presque un organe du récit, quoi, ou une fonction biologique du récit. Quand on comprend cet intérêt qu'il a pour le récit, on se dit que le rêve, pour lui, c'est parfait. Parce que le rêve, c'est vraiment, mais strictement, la production banale, universelle, de récits dans nos nuits, dans nos sommeils, en tout cas. Et donc il fait une sorte de nomenclature des types de rêves que font telle ou telle espèce. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui a pu être mesuré. Il y a des variétés de rêves, plus ou moins grandes selon les espèces. Donc, je me souviens plus très bien, mais je crois que la vache a 2 types de rêves. Le chat, 5. Et il y a même un animal qui en a plus que l'homme, en fait. Parce que les types de rêves chez les hommes, si on en fait le résumé, quoi, si on regarde la structure, la construction et tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans la nomenclature que fait Quignard. Donc c'est vrai que c'est quand même très étonnant, quoi, cette espèce de rendez-vous quotidien, au fond, avec des récits qu'on a tous. Puisqu'apparemment, même quand on s'en souvient pas, on rêve tout le temps. On rêve toutes les nuits. On rêve à chaque fois qu'on dort, parce que c'est pas forcément la nuit. Bon, alors, oui, c'est très passionnant, cette espèce de manière de dire qu'on est une espèce à récit. Asservi. Parce que le début de ce que j'ai voulu lire, c'est un sujet asservi à la nécessité du récit, qui s'en sert par nécessité lors de crise, et qui définit le roman comme une récitation psychique. Et là, je me suis dit, mais voilà pourquoi Josselin
met en voix ces textes. Parce qu'il me semble que ça confirme cette idée aussi que ce qui s'écrit dans le roman, c'est quelque chose de l'ordre de la voix. Ouais, récitation psychique, c'est... Voilà. Et ouais. C'est le genre de fusée qu'envoie Quignard. Vous dites récitation psychique, je sais pas, moi, vous pouvez presque mourir tranquille après avoir dit un truc pareil. C'est tellement puissant. Oui, alors c'est mystérieux, cette espèce d'asservissement, comme tu dis, au récit. Le problème qu'on pourrait poser, pas tellement pour s'opposer, mais pour prolonger, c'est celui de la spécificité du récit littéraire. Parce que clairement, un roman n'est pas un rêve. Alors, Quignard parle de production psychique comme ça. C'est vrai et c'est pas suffisant en même temps. Mais bon, c'est simplement parce qu'il peut pas tout dire en même temps. Je crois. Au sens où dans la construction littéraire, il y a quelque chose dont Quignard parle relativement peu, mais parce que justement il s'en est affranchi, et qui est ce que je pourrais appeler d'une manière assez noble en fait, il faudra que je m'explique, le snobisme du milieu. Donc c'est pas un snobisme au sens courant, au sens où il y aurait, ça existe bien sûr, le snobisme littéraire, c'est hyper répandu, mais il y a un snobisme plus profond, qui est plus un snobisme comme ce qu'il y a chez Proust, c'est-à-dire une certaine manière de se reconnaître. Un snob, c'est quelqu'un qui est exclu, bien sûr, et c'est souvent comme ça que c'est évoqué. Oh, lui, il est snob. Mais c'est aussi quelqu'un qui est inclus, c'est quelqu'un qui reconnaît les autres snobs. Et dans la littérature, il y a un système extrêmement complexe, extrêmement... c'est même pas un système d'ailleurs, c'est plus une sorte de nuage flottant, un peu flou, de reconnaissance. Donc c'est d'abord une reconnaissance entre des textes et des lecteurs, puisque les éditeurs ne sont jamais que des lecteurs qui donnent une existence publique à ce qu'ils ont lu, et une légitimité, parce qu'il y a leur nom ou le nom de leur maison. Il dit le type qui va chez le psychanalyste est un héros de roman. Donc il fait une métaphore, il fait une identification. Et c'est vrai, et en même temps c'est pas complètement exact. Au sens où en littérature, il y a un truc qui est vraiment important et qui est encore plus que le snobisme en fait, qui est peut-être un terme trop problématique pour que vous puissiez le recevoir facilement. Il y a vraiment un code. Il y a un code. Il y a le code tout évident de l'orthographe, de la ponctuation, de la grammaire, etc. Mais que n'importe quel auteur un peu intéressant maîtrise et travaille, au sens où tu parlais de travail social même tout à l'heure, puisque travailler la grammaire, travailler la fiction, c'est travailler le vocabulaire, la syntaxe, c'est un truc très politique. Ça consiste à ne pas parler comme on vous l'apprend à l'école, donc dans une institution qui dépend d'un ministère, etc. Voilà, donc il y a ce code-là d'abord, et puis ensuite il y a le code il y a une esthétique, quoi. Il y a des esthétiques du récit ou de la poésie. Les poètes, il n'y a pas plus snob que des poètes, quoi. Il n'y a pas plus codé, plus micro-codé que des poètes, quoi. Ils font des groupuscules extrêmement restreints, ils font des anathèmes, ils s'excluent, etc. C'est vraiment un milieu hyper codé. Et ça, c'est un truc dont très peu de littéraires parlent, en fait. Que ce soit des auteurs ou les universitaires, ils en parlent beaucoup, ou les profs, ils en parlent à leurs élèves, ce qu'ils leur apprennent, c'est justement des codes, et quand c'est des profs formidables, jouer avec les codes. Mais les auteurs vous disent très rarement que... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont dans un système qui est aussi extrêmement exclusif, quoi. Et pourtant, avec ce système hyper exclusif, on essaye de toucher à des choses
fondamentale, comme dit Quignard. Quignard, c'est un type hyper snob, et c'est pas une critique que je lui fais, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise des codes à un degré de virtuosité formidable. Le snobisme, c'est en littérature un peu ce qu'est le virtuose en violon, quoi. Et pourtant, il dit « je cherche le récit primordial ». La prédation primordiale. Ouais, parce que pour lui, la première forme d'intrigue, et ça me parle beaucoup, c'est une intrigue de chasse. Et c'est même la première métaphore aussi, c'est à la fois la première intrigue et la première métaphore. Au sens où vouloir atteindre une proie, c'est déjà une histoire. Et au sens où, d'une certaine façon, Quignard dirait que tous les romans reprennent une intrigue de prédation cachée, au sens où il y a toujours un héros qui cherche quelque chose. Bon, la quête du Graal, c'est typiquement une intrigue de prédation qui est poussée à son bout, puisque c'est un truc qu'on ne trouve jamais. C'est une proie qu'on n'atteint pas, ou qu'on atteint vraiment, ça dépend des versions, mais ou l'amour courtois, typiquement, c'est une intrigue de prédation qui est faite pour ne pas aboutir. C'est-à-dire qu'on est amoureux, on désire, mais le désir ne se réalisera jamais. Donc ça, pour Quignard, c'est du pain béni. Ça reconduit vraiment cette idée que derrière chaque récit, il y a une intrigue de chasse. Parce que le désir ne se réalise jamais, sinon c'est plus du désir. On tombe dans la fiction. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que, pour réagir à ton propos, c'est qu'effectivement, cette quête que mène Pascal Quignard pour trouver l'origine de la première chasse, c'est un petit peu ce qui nous constitue comme être parlant. En oubliant peut-être, lui, je ne sais pas, en oubliant peut-être que, effectivement, nous sommes des prédateurs, parce que la première chose que nous avons, en tant que cannibales, avalé, incorporé, c'est le langage qui nous vient de l'autre, et nous sommes des prédateurs qui sont à la fois des proies du langage. On en est l'objet. Concernant le récit psychique et le roman, j'entends parfaitement ce que tu dis, je trouve ça très éclairant sur ce que tu dis du roman publié, donc qui entre dans le monde de la publication, de la lecture, hautement codifié. J'ai le sentiment que là, cette récitation psychique explique aussi une des postures de Pascal Quignard, qui est le retrait et le silence. Parce qu'il n'est pas comme toi, et peut-être que ça explique aussi cette récitation psychique, ou du moins ça pourrait en rendre raison. Le fait que toi, cette récitation psychique, tu veux la sortir du code, sortir du livre, mettre le livre sur scène. Et ça, c'est très intéressant. C'est faire exister quelque chose qui relève de la voix et qui passe par l'écrit pour faire des romans codifiés ailleurs, par la voix sur une scène. C'est formidable. On va peut-être bientôt rester là. Oui, peut-être juste pour finir, par rapport à la voix, Quignard, il a une expérience formidable en fait, au sens où c'est quelqu'un qui a connu une phase précoce d'autisme, donc de mutisme. Bon, c'est pas bien si c'était de l'autisme ou autre chose, mais il y avait un refus du langage. Et du coup, il s'inscrit ensuite, plus tard, dans la construction psychique, justement, il s'inscrit dans une lignée d'auteurs qui est celle qu'il appelle des interdits de l'oral. Et de fait, il y a beaucoup d'auteurs qui sont très mauvais, qui n'aiment pas parler en public, quoi. Pour lesquels c'est un tout autre usage du langage, et c'est vrai d'ailleurs. C'est jamais le même usage du langage, mais bon, il peut y avoir des continuités là où... Et il prend l'exemple de La Fontaine, c'est là-dessus que je voulais finir, c'est un truc que je ne savais pas. C'est dans La Barque silencieuse, justement, dont on parlait hier. Il raconte que La Fontaine était un très mauvais récitant de ses propres fables. C'est drôle à imaginer, parce que nous, on les a tellement reçus comme des espèces même de moulins, quoi, qu'on peut pas imaginer leur auteur ayant des difficultés à les dire. C'est tellement bien rodé, c'est tellement prêt à être dit. Et donc, c'est ça que j'adore comme image, c'est que quand La Fontaine devait affronter la société, justement, et Dieu sait que c'était une société ultra contraignante, puisque c'était la cour, quoi.
n'est pas plus violent qu'une cour. Et ben, en fait, il était toujours accompagné par un comédien. Ils étaient un peu comme Laurel et Hardy, quoi. Ou Jekyll et Jekyll. Il y avait toujours un comédien près de lui, de telle sorte que si on disait « Ah, La Fontaine, récitez-moi un truc », La Fontaine s'effaçait derrière le type qui était habillé un peu comme lui, qui avait le même genre de perruque, etc. Et puis se mettait à envoyer une fable, quoi. Et voilà, peut-être qu'en fait, moi, c'est juste que j'ai les deux personnages. Au moment où ça s'éteint, là, où ça se rallume là. C'est formidable, tu peux faire les deux et même Je les suis passé trois. derrière le rideau, quoi, mais c'est pas la même personne. Ton propre comédien, tu te représentes formidablement bien, je trouve. Merci beaucoup pour ces entretiens.